Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, on reçoit le professeur de langue kabyle à la CP, M. Karim Kerbouche, pour un livre original particulier, qui n'est pas un livre sur Matoub Lounès, mais qui raconte l'histoire d'une génération, et en particulier l'histoire d'un personnage, le personnage qui est le personnage principal du livre, qui explique en quoi il est un fan absolu de Matoub Lounès. Alors, l'idée de ce livre, a priori, de ce que j'ai compris en le lisant, c'est que c'est tiré d'un journal écrit par le personnage principal. Alors, on va tout de suite lever le voile, c'est d'ailleurs le personnage principal s'appelle Idir, mais en fait, c'est M. Zakarim. Et pourquoi avoir choisi finalement de passer par le roman plutôt que par l'autobiographie? Donc, alors, le roman, parce que tout d'abord, on m'a parlé de ma vie, on ne peut pas parler de ma vie sans parler de Lounès Matoub qui a marqué toute ma vie. Donc, j'ai choisi le roman, au lieu d'écrire un livre au sens où je présente quelque chose comme un documentaire, loin s'en faut, parce que j'ai pas les compétences pour le faire ou parler de la poésie. Donc, j'ai parlé de ma vie avec Lounès Matoub. C'est ça, c'est un roman de formation parce que ça suit le personnage. On va rester dans le roman, même si on sait qu'on parle de toi. C'est un roman de formation qui parle plutôt de l'adolescence jusqu'à la période adulte et l'entrée dans la vie active. Alors tu assumes d'entrée de jeu le fait que c'est un livre de passion, c'est un livre d'un fan. J'aurais même tendance parfois à dire certaines phrases idolâtres. Mais tu assumes, c'est quelque chose que tu assumes complètement. Oui. Et pourquoi tu n'as pas eu peur de heurter le fait de dire il en fait trop? Matoub a toujours raison pour moi. Elle m'a jamais tort. Voilà. Donc je parle avec les sentiments, ce qui est tout à fait normal quand on est fan d'un chanteur. Pour moi, Matoub, le fait que je sois fan de Matoub ne veut pas dire que je suis fanatique. Loin s'en faut. Parce que Lounès Matoub n'est pas un prophète, donc il ne parle pas, il ne prêche pas au nom d'un Dieu, mais il prêche au nom de la liberté de penser, au nom de la liberté tout court. Donc à partir, donc au travers de mon amour pour Lounès Matoub, j'ai appris à être libre, surtout à être libre. Donc ce qui est difficile d'ailleurs pour moi de me mettre dans une case. C'est très difficile, d'ailleurs à chaque fois que j'essaie de militer dans un parti politique ou dans une association, je me retrouve toujours à côté parce que je ne sais pas être dans une case bien précise. Et ça, je crois que c'est un petit peu l'apanage de Lounès Matoub. C'est-à-dire qu'on ne peut pas t'enfermer, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il disait. C'est ça, Matoub, c'est ça justement. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il disait. Il avait même ici, parce Matoub Lounès était un proche de la CB, mais il avait cette figure qu'il nous avait souvent donnée, c'est que, en parlant, je ne citerai pas quelle formation, quelle personnalité, mais il disait, ils ne savent pas que je suis une dynamique qui peut exploser à n'importe quel moment. Tout à fait. Parce que si on voit déjà quelques mois avant son assassinat, Matoub a donné une interview à Beurre FM, où il dit des choses qui se contredisent avec ce qu'il pensait quelques semaines avant. Donc, par exemple, il a parlé parce que Matoub a été approché par les gendarmes l'année 98. On lui dit, voilà les personnes qui vous envoient des lettres de menaces, nous les avons arrêtées. Et comme Matoub Lounès s'est déplacé à la gendarmerie de Benidouala, donc là, il leur a dit, mais comment vous savez que je reçois des lettres de menaces? Vous arrêtez des personnes alors que vous ne savez même pas que je reçois des lettres de menaces. Et sur le coup, il a dit que peut-être que ces lettres de menaces viennent des gendarmes eux-mêmes. Et ça se contredit complètement avec l'idée des éradicateurs de l'époque dont je faisais partie moi-même, qui disaient qu'il n'y a que l'armée, il n'y a que les islamistes qui tuent, et d'autres qui disent qu'il n'y a que l'armée qui tue. Et là, Matoub, il prend en fait... donc il prend tous ces rangs politiques au dépourvu. Ils ne s'attendaient pas à cela. Hein.
ça a été une bombe aussi bien dans le rang des éradicateurs que dans celui des réconciliateurs. Voilà, et ça, c'est vraiment, c'est ça ma pub. Hein. Oui, là tu fais référence à la période des années 90 entre ceux qu'on appelait effectivement éradicateurs, Ouais. de RCD en l'occurrence, qui ne Ouais. voulaient absolument aucune conciliation avec les islamistes, Mm. et les réconciliateurs, soi-disant, qui étaient prêts à passer des accords avec les islamistes, Ils les ont passés. et qui distillaient la fameuse question Ils les qui ont tue passés, qui, et les ont passés à Égidier. Voilà. On y reviendra peut-être. Mm. Avant de... Comment dire, alors avant de passer à Matoub lui-même, le livre il est construit bien sûr. C'est pas un livre biographique, mais il n'y a pas beaucoup de repères. Il y a beaucoup de chansons qui sont citées, qui accompagnent la vie de Idir. Mais est-ce que tu peux nous décrire un peu le personnage Idir, sachant qu'on ne dira pas que c'est toi. C'est moi. Parce qu'il va falloir bien sûr un nom sur le personnage, bien que ce soit écrit à la première personne du singulier. Donc il faut un nom sur le personnage. Et donc, comme je ne suis pas le seul en fait à vivre cette vie, à être marqué par l'Ounes Matoub, je me suis dit, tiens, je vais écrire, enfin, je parle de moi-même en tant que fan de Matoub, parce qu'au départ, en fait, j'allais écrire un livre que j'aurais intitulé Fan de Matoub. Par la suite, c'était le premier titre. C'était le premier titre. J'ai commencé à l'écrire dans ce sens, en fait. C'était un titre provisoire. Après, je me suis rendu compte que personne ne m'a délégué pour parler à sa place. Je me suis dit que je ne peux parler que de moi-même. C'est un livre vraiment d'émotion, il n'y a rien d'intelligent. Voilà, et je parle de mes sentiments, voilà ce que j'aime, et j'assume toutes les contradictions. Tout ce qu'on peut me dire, mais pourquoi, je ne sais pas moi, mais c'est ce que je ressens et je me fiche complètement de ce que les autres pensent. Donc je peux dire n'importe quoi, tu ne seras pas oui, bien sûr, bah, jamais. Est-ce que tu peux nous dire un mot non, avant peut-être, parce qu'il y a peut-être des personnes, soit qui nous suivent sur Facebook, soit ici, juste nous dire qui est Matoub Lounes. Alors, Matoub Lounes... Même si je grille bien des questions à venir. Matoub Lounes, de 1, c'est un être humain. De 2, c'est un grand artiste. Un artiste vraiment très professionnel dans son travail. On voit bien que Lounes Matoub, au début, bien qu'on aime Matoub, il suffit qu'il chante déjà sa voix. On n'a même pas besoin d'orchestre, on n'a pas besoin d'instruments. Lui-même, avec sa voix, il est capable de faire énormément de choses, de susciter énormément de sentiments chez donc les auditeurs. Matoub, c'est aussi un symbole pour les jeunes Kabyles. C'était pour nous, on le connaissait quand même, on a vécu à cette époque, c'était notre symbole, mais aujourd'hui dépasse complètement ce statut-là de symbole. C'est devenu quelqu'un de, je ne sais pas moi comment l'appeler. Les jeunes Kabyles aujourd'hui, si tu touches à Lounes Matoub, et ça on le voit sur les réseaux sociaux, c'est comme si tu t'attaques à chacun de ces Kabyles qui lisent ces publications. C'est vraiment Matoub aujourd'hui, toucher à Matoub, c'est toucher à la Kabylie, carrément. C'est-à-dire, mais justement, moi je me disais, les jeunes d'aujourd'hui aiment Matoub Lounes, mais certains ne savent pas ce pourquoi il est mort. Il peut être un islamiste et te dire que je suis fan de Matoub. Non, tu ne peux pas être fan de Matoub en étant un islamiste, c'est pas possible. Donc, Matoub est un combat. C'est un kit, tu prends tout, sinon tu ne prends rien du tout. Tu ne peux pas dire j'aime Matoub, j'aime ses chansons, et je ne m'inscris pas dans son combat. Le pire, c'est d'être contre son combat. Parce que être islamiste, c'est être diamétralement opposé aux idées de Matoub Lounes. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que notre responsabilité en tant que génération qui a milité avec Lounes Matoub et qui a connu donc toutes les vicissitudes donc des années 90 notamment, je me suis dit que notre rôle, c'est d'expliquer Matoub Lounes aux jeunes. On le fait à travers la caricature, on le fait sur les réseaux sociaux, on le fait en écrivant des livres, etc. Parce que Matoub, ça peut nous permettre vraiment de cultiver, de donner une culture politique claire aux jeunes d'aujourd'hui.
Voilà. Pour moi, Matoub, en un mot, c'est une école. Est-ce que je peux avoir un mot sur la construction du roman? A priori, donc, comme je disais tout à l'heure, ça part d'un journal. Mais j'imagine que la construction du roman ne correspond pas au journal. Tout à fait. Voilà, donc, est-ce que tu peux dire un mot sur cette construction? D'accord. Donc, j'ai beaucoup de prises de notes, notamment au lycée, parce que j'étais interne. J'avais rien à faire, il fallait que je fasse quelque chose, donc écrire. J'ai beaucoup de notes que j'ai prises et j'exprimais beaucoup mes sentiments vers Matoub. Parce que c'est ça en fait, je sentais que ma vie complètement marquée par Matoub Lounes. Déjà en lisant ce journal intime, je me suis dit, mais il y a trop de Matoub Lounes dans ce journal intime. De qui je parle? Est-ce que de moi ou de Matoub Lounes? Mais finalement, je parle des deux à la fois. Donc j'ai exploité ces extraits de journal intime que j'ai écrit donc, pendant plusieurs années, en essayant de faire de ça une sorte de roman. Même s'il y a quand même une certaine trame, mais ce n'est pas l'objectif en fait. Je ne suis pas dans la fiction, donc la trame peut changer à tout moment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je me fichais complètement où ça va, ou d'où ça vient. L'essentiel est que j'exprime ce que je ressens, ce que je ressentais, ce que je ressens aujourd'hui. Parce qu'il y a un après Matoub Lounes, je crois que ça vaut le coup aussi. Même s'il était mort, on a quand même continué de vivre avec Matoub Lounes. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, si vous avez remarqué, quand on parle de Matoub, on ne dit jamais paix à son âme. Personne, jamais on dit c'est Ahmarbi. Parce que pour nous, il est là. On ne peut pas dire c'est Ahmarbi, paix à son âme à quelqu'un qui n'est pas mort en vérité. C'est-à-dire, il est mort physiquement, c'est tout. Il est là entre nous, il vit avec nous tous les jours. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est pas seulement le livre d'un fan, que c'est aussi ça traduit aussi l'adhésion d'une génération? Oui, tout à fait. Et j'ai eu des échos de beaucoup de lecteurs de ma génération qui m'ont dit c'est comme si tu parles de nous, on a vécu la même chose. C'était en fait, d'ailleurs, à un moment, je me suis dit que, ce que j'ai dit à un ami tout à l'heure, j'avais l'impression de voler ce livre à toute ma génération parce qu'ils ont pratiquement vécu tous la même chose. On est tous nés à la montagne, l'école était loin, donc il fallait donc marcher des kilomètres pour aller à l'école à pied, traverser des rivières parfois pour aller à l'école. Et puis il y avait quelque chose, Matoub, on tenait bon, on se dit qu'il y a cette personne-là vraiment qui nous soutient, parce qu'en écoutant Matoub, on se dit qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, comme Matoub chantait Aziz Naïma, Furzis, dans cette chanson, il raconte déjà l'exil dans son propre pays, le fait d'être chez soi et de vivre cet exil-là. C'est-à-dire de sentir que quand on va à l'école, on marche des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école, pour qu'ils nous disent qu'on n'est pas berbère, qu'on n'est pas kabyle, pour qu'ils nous fassent parler en arabe, obligatoirement. À un certain moment, c'était interdit de parler kabyle à l'école, dans la cour de récréation. Voilà, sinon je ne vais pas m'arrêter. Tu es là pour ça, c'est pas moi qui dois parler. Alors, est-ce qu'on peut, pour donner un peu le cadre aux personnes qui n'auraient pas lu le livre, replacer historiquement les moments et les événements du roman, de l'autobiographie? Il y a la montée de l'islamisme, il y a 88, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rendez-vous important historiquement? Il y avait d'abord la période du parti unique où on n'avait pas accès à la vie de Matoub Lounes. C'était notre idole, mais on s'est inventé des choses. On se disait que Matoub Lounes était quelqu'un d'immortel. On disait on racontait plein de choses sur Matoub Lounes et tout était fausse en vérité. Parce qu'il n'y avait pas de ce qu'on appelle la presse people, l'actualité des stars et tout. Donc on inventait des histoires, voilà. Nos people à nous, on les invente dans nos villages, on raconte, voilà, Matoub Lounes par exemple, on lui a tiré dessus et la balle n'a pas pu pénétrer dans sa peau. On racontait des choses comme ça. Ensuite,
Et cette période-là, comme je l'ai dit, on a inventé beaucoup de choses. Et puis il y a eu octobre 88, où Matoub on lui a tiré 5 balles dans le corps, à bout portant. Quelques mois après, il revient, il monte sur scène, il chante. Je me souviens, moi, à Tezmet, c'était en 91. Alors que le 10 octobre 88, il a été blessé par balle. Vous imaginez le monte avec ses béquilles sur scène. Moi qui croyais qu'il était immortel, donc là, c'est vrai, il est immortel. Donc le bras comme ça sur scène, il avait un courage incroyable. Je ne crois pas qu'il y ait une personne qui a autant de courage, parce que si on parle des chanteurs engagés, personne n'a vécu la vie de Matoub Lounès. C'est un chanteur engagé, différent des autres. C'est quelqu'un qui a ce débat, qui a été kidnappé, qui a vécu son engagement, non pas en chantant, il l'a vécu dans sa vie. Il est arrivé à un moment pour défendre son village, et il a pris les armes. Il a pris des armes, même s'il était incapable de tuer. Il n'a tué personne. On ne sait pas, entre guillemets, le jour de son assassinat, d'après le témoignage de Nadia et de sa sœur, ils l'ont vu sortir de la voiture et tirer avec sa Kalachnikov. Après, comme il n'avait plus de munitions, il a pris son pistolet. Et là, se sont évanouis, donc elles n'ont pas vu ce qui s'est passé par la suite. Et si ça en tenait qu'à moi, je dirais qu'elle les a tous tués. Voilà. Voilà. Oui, donc ça couvre sa période octobre 88, la décennie noire, Oui. Ensuite les engagements identitaires entre les divisions, entre le mouvement, les deux MCB, RCD, FFS, etc. Donc ça couvre toute cette période, et c'est la trame qui constitue la trame de fond de l'engagement de Idir, de son éveil au militantisme. Oui, tout à fait. Donc, oui. Par rapport à ça, en fait, Matoub, il a connu deux tendances du MCB, le mouvement culturel berbère. Quand il était proche du MCB, Commission nationale, une aile du FFS, j'étais du FFS. Voilà. Parce qu'il était du FFS, j'étais du FFS. J'étais jeune au lycée. Donc là où va Matoub, j'y vais. Pas question d'être. Donc, en plus, dans le lycée où j'étais, il y avait Djamel Zenati, qui était président de la commission nationale, qui était ami de Matoub Lounès. Donc, le fait de voir Djamel Zenati, qui était prof de maths, il était mon prof pendant la seconde. Donc, pour nous, le fait que Djamel Zenati soit un ami de Matoub, on aimait les mathématiques. Parce que c'était lui. Quand on le voit, parce que il joue du bonjour. Donc il est monté sur scène avec Matoub Lounès, et là c'était pas seulement un prof mais un artiste engagé. Je me souviens le jour où il y a eu la manifestation à Alger, le 1er janvier 91, donc où Matoub était parmi les manifestants avec ses béquilles et tout. Donc j'ai vu Djamel Zenati à la télé où il disait au sujet de la langue berbère et de l'identité berbère, où il disait que tant que ce problème n'est pas réglé, l'Algérie ne sera jamais en paix. Je me souviens de cette expression, je me suis dit, attends, c'est mon prof de maths, en plus c'est l'ami de Matoub Lounès que je vois à la télévision. Alors qu'on ne voyait rien avant, on avait à la télévision algérienne tout ce qui est culture kabyle, on voyait que des chanteuses de danse, des chanteurs et des chanteuses de danse, c'est tout. Dans la robe kabyle, c'est un folklore. Et la chanson, tout le monde parle de chanson kabyle, alors c'est parce que l'image que le produit que la télévision algérienne a donné aux mélomanes, c'était la musique kabyle, alors qu'il y a des musiques kabyles. Donc on parle que de la musique de danse. Donc après, quand on a vu ça, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose d'autre, enfin. Enfin, cette télévision s'est ouverte un petit peu à la culture berbère. Et en tant que jeune, quand même, ça nous permet de respirer. Alors, ce qui est étonnant, j'ai l'impression qu'il y a deux axes ou deux lignes force dans le roman et dans le parcours du jeune Idir. Donc, on accompagne du lycée, de la formation, etc., des relations amicales, des relations amoureuses. Il y a deux lignes force qui guident ce parcours. Donc, c'est l'engagement, et donc c'est l'identification à Matoub Lounès. Mais Matoub Lounès aussi a son rôle à jouer dans ses relations amoureuses. Oui.
Tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un être humain. Matoub n'a rien caché. Comme il disait, Fikir al-Suqismi, Ar-Rahbi Dairien, c'est-à-dire je vends mes larmes en fait au travers de ses chansons parce qu'il vit de sa chanson. Donc pour lui ces chansons ce sont ses larmes. Donc dans les chansons de Matoub Lounes n'a pas chanté l'amour tranquille parce que si on aime une femme qui nous aime aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire ça ne sert à rien de chanter ça pour lui, hein. Mais parce que nous, on vit un autre type d'amour. C'est qu'il y a les interdits de la société. Il y a également le manque de moyens. C'est-à-dire que quand on aime une femme, on n'a qu'une seule possibilité pour vivre avec elle, c'est de l'épouser. Et pour l'épouser, il faut avoir les moyens. Pour l'épouser, il faut avoir un logement, il faut travailler, toutes choses qu'on n'a pas, nous. Et donc, le fait qu'on ne peut pas se marier et qu'on n'a pas cette liberté de sortir avec la personne qu'on aime, fait qu'on se retrouve exactement dans ce que Matoub chante. Par exemple, lui, il chante un amour de vengeance, un amour de trahison, mais ça reste en fait le mobile de cet échec amoureux, si je peux l'appeler comme ça, c'est justement les deux. Donc, on a le manque de moyens et les interdits de la société. Dans une chanson, par exemple, où il va très loin, où il dit من فيغ دي سد رشاسة ولي ومسمي وفاس تارو يرزد ثورة يصغر صد القيس الزعاف أما يروح موسيقنا في اللمد يفري الهوا أدي حيا زارنا المحنة الذيق ماذي وثيخولاش. C'est là qu'on voit toute la vengeance de quelqu'un qui a quitté. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a quitté. Vous pouvez traduire? Oui. Alors, comment traduire? Alors, si je suis exilé de mon village aujourd'hui, mon cœur est comme la soumoule ou la soumoule et qui s'est propagée. Voilà. Et que dire encore? Ma vengeance est de retour. Il y a la casser les chaînes avec colère. Voyons, on voit la colère, on voit une sorte de vengeance. Il viendra comme un nuage et la pluie va tomber sur toi parce que c'est un peu traduire, ça n'a aucun sens. Toute la misère qu'il a vécue va se déverser sur elle. Voilà. Quand on traduit, c'est. Oui, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ouais, Ça, il faut rire. c'est pas très bon. Alors, le personnage de Mélissa. Alors, le personnage de Mélissa, là, tu touches Pas le mot, ça c'est pour toi. Donc, Mélissa, en fait, elle s'appelle Linda. Oui, de toute façon, c'est pas toi, c'est Idir, donc tu peux y aller. Voilà. Donc, c'est une fille dont Idir était amoureux au lycée. Elle a eu c'était une histoire très, très difficile. Donc, les deux personnages se sont mis d'accord pour travailler d'arrache-pied pour avoir le bac, pour pouvoir se voir à l'université. Ce qui s'est passé, c'est que ces deux personnages ont eu leur bac, ils sont étudiants à l'université de Boumerdes. Boumerdes, c'était une ville qui est marquée par l'islamisme, par le terrorisme. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, on avait un candidat du RCD qui s'appelle Mustafa Hamouche, qui était docteur d'État, que tu connais. Donc, il était candidat. Et son rival, c'était un imam qui avait le niveau collège. Et c'est l'imam qui a gagné les élections. Vous imaginez un petit peu. Et je me souviens, par exemple, quand on allait dans des stades où il y avait les meetings du FIS, le Forum islamique du salut, où vraiment leur haine envers les Kabyles est l'extrême. Le problème, c'est qu'il y a des Kabyles parmi leurs adhérents, mais c'est des Kabyles qui sont endoctrinés.
Je me souviens très bien, il disait que quand on aura nos élections, la Kabylie va se plier à nos exigences, sinon on coupe les têtes de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc on était tous les deux à Boumerdes, et là c'était impossible en fait de sortir ensemble parce que c'est difficile, parce que toutes les femmes devaient porter le voile, et on ne peut pas voir une femme avec un homme. Donc tout cela, en fait, ils ont eu leur bac, ils sont allés à l'université, il est impossible de sortir encore, malgré leurs espérances. Et donc, une des histoires vraiment qui était dramatique, c'est que cette Mélissa avait une copine voilée, une Algérienne arabophone. Donc, elle était voilée, mais elle porte vraiment la burqa, c'est-à-dire on ne la voit pas du tout. Mais au fond, cette fille-là n'était pas d'accord sur le fait de porter le voile. Parce qu'à l'intérieur de ce voile, il y a une autre personne qui tout simplement ressemblait à Mélissa. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Mélissa et cette personne dont je ne me souviens pas, je lui ai donné un nom à ce personnage. Tu ne poses pas des questions. Hein. Voilà. Mais l'essentiel. Ok, je ne peux pas répondre surtout. Cette fille-là, j'ai son frère qui était mon ami, à Boumerdes. Donc lui, il chantait très très bien, le chanteur Cheb Hasni. C'est un chanteur oranais. Et un jour, du jour au lendemain, les islamistes se sont approchés de lui, lui ont dit, voilà, tu as une belle voix, si tu chantais le Coran, ça serait mieux. Pourquoi tu chantes Cheb Hasni, c'est la débauche, c'est l'amour et tout ça, donc viens chanter le Coran, ça serait bien. Et moi, je suis parti à Tizi Ouzou, donc j'ai fui pour des raisons bien précises, parce que j'étais dans l'insécurité personnellement. Donc j'ai dû fuir l'université, parce que j'étais dans une chambre où il y avait des islamistes. Et ces islamistes-là, ça a commencé le jour où j'ai mis un poster de ma Teblounès devant mon lit. Donc, je rentre après donc, le cours de la matinée. Je rentre et là, je vois que le poster a été lacéré. Donc là, ça m'a énervé tout simplement. Je me suis dit, bon, je suis resté là. Et quand ils sont rentrés, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui a fait ça? Et personne ne me dit, non, c'est pas moi, peut-être ce sont les voisins. Comment c'est que les voisins, ils ont la clé? Et comment ils essaient un petit peu de manipuler les gens, ils m'ont dit... voilà, tu t'énerves parce que tu n'as pas la croyance, viens, on va discuter. C'est comme ça qu'ils font en fait pour manipuler les gens. Donc en partant à Tizi Ouzou, donc Mélissa, elle venait de temps en temps à l'université de Bourg-Alpha où il y avait Kamal Tarouih, étudiant là-bas, célèbre animateur de BRTV. C'est quelqu'un que j'ai connu justement à Bourg-Alpha. Et c'était quelqu'un qui m'a aidé à rester à l'université. Comme il y avait l'insécurité, donc si on n'a pas la carte d'étudiant, je ne pouvais pas aller à la cité universitaire. À Boumerdes, ce n'était pas possible, je ne pouvais pas y retourner. Donc, grâce à Kamal Tarouih, justement, qui a intervenu auprès des gardiens et tout, pour leur dire vous n'aurez aucun problème avec lui, vous pouvez le laisser rentrer. Donc, Mélissa est venue plusieurs fois à l'université. J'ai pu connaître d'autres amis à l'université de Bourg-Alpha. Et un jour, nous sommes allés pour la première fois. Donc, nous sommes allés voir Matoubelounas. Voilà. Donc, nous sommes allés avec la délégation des étudiants de l'université de Tizi Ouzou. Nous sommes allés à Souresh Moussa pour inviter Matoubelounas à venir se produire à Tizi Ouzou. Son village. Son village. Souresh Moussa, c'est son village. Donc là, c'était la première fois que je vois Matoub. C'était sa mère qui nous a donc... Vous avez le personnage avec quel âge? Le père qui, moi? Oui. Idir ou Karim Ali Yassidir. Donc j'aurais eu à peu près 20 ans. 20 ans. Donc nous sommes allés à la maison de Matoub. C'était la première fois que je voyais Naïbia, la mère de Matoub. Donc elle nous a accueillis. Et là je me suis dit, mais la mère de Matoub était morte. Comment c'est dans toutes ces chansons, il chante la mère morte, c'est-à-dire il chante à la place d'un orphelin dont les parents sont morts. Et là, je découvre aussi que son père était vivant. Il était en France. Et là, je commençais, c'est-à-dire, en fait, j'ai construit une vie de Matoub à travers ses chansons. Or, Matoub, il ne chante pas que lui-même. Il chantait tout le monde, tous ceux qui ont besoin que quelqu'un chante
parle à leur place, c'était lui. Voilà. Donc, c'était la première fois qu'on voit Matoub. Il était dans son lit, en fait, il n'a pas changé. Il leur a dit, faites-les rentrer, voilà. Et lui, il était allongé dans son lit. Vous voulez une bière, un café, voilà, on lui a dit un café, ça suffit. Donc là, je ne pouvais même pas parler avec lui, pour être franc, parce que je me suis dit que si je parle, j'échange avec lui, ça sera un être humain normal, c'est pas l'idole que je voulais qu'il soit. C'est-à-dire discuter déjà avec lui en tant qu'être humain, mais même si on parle avec lui, Matoub, il a une façon de parler, même quand vous le connaissez, vous restez fan. Il est incroyable, même dans sa façon de parler. Comment il danse, il est artiste même dans sa vie privée. C'est quelqu'un qui ne dépendait pas de l'argent, il venait souvent à Robert Illy, j'ai trouvé beaucoup de traces là-bas. Il avait une brasserie au début des années 80, et cette brasserie a déclaré faillite. Parce que Matoub, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que quand quelqu'un vient prendre une bière, moi je lui en paye 2. Donc c'est la banqueroute au bout d'une année, donc il a dû fermer sa brasserie. C'est vous dire que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas être commerçant, c'est pas possible. Quelqu'un comme Matoub, il ne peut pas être commerçant. Donc il est tellement libre qu'il ne peut pas dépendre de quelque chose comme argent, comme loi, comme c'était un rebelle. Voilà. Et si on lui donne ce nom, il le mérite amplement. Après, je ne sais plus quoi dire, l'idée au carré va s'engager dans le mouvement, organiser des concerts, etc., et être un peu plus proche de Matoub Lounès. Oui. Là, quand j'étais au MCB Coordination Nationale, le RCD, j'étais président du conseil universitaire du RCD. Donc là, mon statut me permettait de connaître Matoub, de pouvoir l'inviter. Mais à chaque fois, je garde cette distance-là. C'est-à-dire, je ne voulais pas être avec un humain normal. Moi, il représentait ce qui... Parce que s'il n'y avait plus ce Matoub-là, pour moi, ma vie manque de quelque chose, quoi. C'est pas normal. C'est-à-dire, je voulais qu'il reste Matoub Lounès, l'artiste, le courageux, le tout. Il incarnait tout pour moi. Donc, je ne voulais pas vraiment le connaître d'abord comme ami. Il venait au bureau du RCD à Béjaïa, à côté de la place Libon. Donc il venait souvent, je le voyais comme ça, maintes fois, mais même lui, c'est-à-dire dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler. On voit par exemple un Saïd Sadi intellectuel qui mesurait ses mots, qui parle vraiment sur la base d'une connaissance et tout. Et on voit quelqu'un d'autre, mais qui a une autre façon de dire les choses. Il n'est pas trop bavard. Parfois, il dit 2 ou 3 mots, ça suffit vraiment. Parce que beaucoup de gens disent que Matoub, c'est quelqu'un de coléreux. Mais c'est vrai, il l'était en fait. Matoub Lounès, quand il passe dans des émissions, il suffit que quelqu'un le pique et il va s'énerver. Hein, c'est comme ça. Mais en fait, il dit 2 ou 3 choses qui ont suffi vraiment pour écrire un livre. C'est ça l'artiste, justement. L'artiste n'a pas besoin d'écrire des livres. À travers quelques propos, il dit tout en fait. Il dit quelque chose que quelqu'un, un intellectuel comme ça peut développer dans un discours, dans un livre. À propos d'identification, ça va jusqu'à s'habiller et se coiffer comme lui. Ouais. Oui, c'est vrai, quand on était au lycée, je me souviens, quand il a sorti l'album, comment il s'appelle? L'album qui parle des pays damnés, quelque chose comme ça. L'histoire d'un pays damné. Voilà, c'est ça. L'histoire d'un pays damné. Merci. Donc, on l'a vu avec une photo, il porte un burnous et une mandoline. Et là, tout le lycée portait un burnous. Tout le monde, tous les élèves du lycée portaient le même habit alors que c'était contraire à la tenue scolaire. C'est une tenue traditionnelle. Et là, les surveillants avaient du mal avec ça. Ils nous disent, non, il ne faut pas porter ça.
porter une tenue normale comme tout le monde. Et comme nous, on était des rebelles, on voulait d'aucune autorité. Je me souviens par exemple, quand un prof, juste il sourit avec le proviseur du lycée, et là on le déteste. Parce que le proviseur, ça représente l'autorité, donc ce professeur est un lèche-botte, et là tout de suite on le déteste parce que nous on n'aime pas l'autorité. Donc au contraire, ils nous interdisent cet habit traditionnel, et c'est là qu'on le porte encore. C'était vraiment difficile de gérer pour les responsables du lycée. Alors donc tu vas partager ta chambre de lycéen ou d'étudiant, je ne me rappelle plus, avec donc deux islamistes. Et ce que tu montres 2-3 fois dans le livre, c'est que l'islamisme, et l'arabo-islamisme en particulier, n'est pas seulement hostile à la culture et à la langue amazigh, mais elle est aussi hostile à l'usage du français. Ça rappelle d'ailleurs les propos de Saïd Sadi au samedi dernier, qui montrent que le français fait partie de l'identité algérienne et que le renier, c'est renier une grande partie de l'histoire et de l'identité algérienne. Et ça, c'est aussi présent dans ton livre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette dimension anti-berbère et aussi anti-française, comme si finalement on voulait nier la diversité algérienne. Tout à fait. La langue française, la langue en général, n'est pas seulement un moyen de communication, mais c'est aussi un instrument d'identification. Et la langue française, c'était quoi? C'était la liberté d'expression, c'était la liberté de penser, c'était Rousseau, Voltaire, etc. Donc à travers ces auteurs-là, à travers cette littérature, à travers tout ce qui est écrit en langue française, nous avons appris aussi à nous battre pour la liberté, à nous battre pour notre identité. Mine de rien, pendant la période coloniale, ce sont les Pères blancs, par exemple, qui ont fait prendre conscience du combat identitaire au Kabyle. Et la preuve, l'un des meilleurs dictionnaires, pour ne pas dire le meilleur, dictionnaire kabyle, c'est écrit par un Père blanc qui s'appelle Jean-Marie Dallet. Et d'ailleurs, les berbérisants voudraient qu'on appelle le dictionnaire berbère le Dallet, comme le Larousse. Parce que Jean-Marie Dallet, il a écrit ce dictionnaire pendant 40 ans. Il rêvait de voir publier ce livre, mais il était décédé, donc il était à titre posthume. Voilà. Et justement, la langue française dérange en ce sens que les Kabyles étaient très francophiles. Et pourtant, ils sont les premiers à combattre le colonialisme, mais ils sont à la fois francophiles. Ils aimaient la France, ils aimaient la langue française. Ça, on se demande, parce que nous, à un certain moment, on nous appelle Hizb França, qui veut dire le parti de la France. Alors, c'est nous qui avons en fait combattu le colonialisme, mais en même temps, nous aimons la langue française, nous aimons la pensée libre française, parce que en France, on pouvait faire la part des choses. On savait que, grâce à certains penseurs, à certains écrivains français, que nous avons combattu le colonialisme français. Voilà. Et pour juste entre parenthèses, c'est que lors de l'insurrection kabyle en 1871, tous les Kabyles en fait sont venus en France. La première vague d'immigration, c'était au début du XXe siècle. 1905. Voilà, c'est ça. Ça tombe 1905, Marseille, etc. Et la grande vague, c'est entre les deux Guinée. Tout à fait. Donc quand ils sont arrivés en France, ils se sont formés à l'époque dans le Parti communiste. Et tout le monde était pris de court en 1926. Un premier parti politique, alors que les Algériens, à l'époque, il y avait très peu de gens qui ont fait des études jusqu'en CM1, CM2, mais pas plus. Et ils arrivent à créer un parti politique qui s'appelle l'Étoile nord-africaine, qui revendiquait non seulement la décolonisation, l'indépendance de l'Algérie, mais celui de tous les pays colonisés. C'est-à-dire ils voyaient loin, ils voyaient grand, et ça c'est vraiment, c'est grâce à la langue française. Ils sont arrivés, ils ont eu une culture donc politique, une conscience politique, mais aussi, qu'est-ce que vous avez ajouté? Je ne sais pas. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est tout.
Justement, alors, parce qu'il y a un mot qui revient, qui est important dans le cadre de cette semaine, enfin, des 15 jours du Printemps des Libertés, qui est axé sur la laïcité. C'est aussi le combat laïque, d'ailleurs tu le cites là dans le livre, comme l'avait si bien exprimé Lounès Matoub, je cite, ouvrez les guillemets, je suis algérien, je me sens autochtone de ce pays, je suis berbère, je ne suis pas obligé d'être musulman, je suis laïque et je me battrai pour ces idées. Oui. Et plusieurs fois le thème de la laïcité revient, et tu l'inscris non seulement dans, d'ailleurs tu l'inscris même pas dans un héritage français, il y a un héritage autochtone, et tu en parles vraiment très bien dans le livre, où on sait qu'effectivement que les choses vont de soi, en tout cas dans le monde kabyle et dans certaines régions rurales du pays. Tout à fait. Donc la laïcité, c'est pas quelque chose qu'on a importé de l'Occident, et ça fait partie de nos pratiques sociales en Kabylie. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, l'imam n'intervient jamais dans les affaires du village. Quand il y a une assemblée du village, l'imam ne vient pas donner son avis. Il reste dans la mosquée, il s'occupe que du religieux, du culte. Il ne vient jamais assister. Moi, j'ai vécu dans un village kabyle, je n'ai jamais vu un seul instant un imam dans une réunion du village. Mais je ne savais pas pourquoi, parce que c'est quelque chose de normal pour moi, jusqu'à ce que je connaisse Saïd Sadi, que j'ai découvert, mais finalement, ça s'appelle la laïcité, ça. Je ne savais pas, parce que c'est quelque chose de normal, de tous les jours. Et là, Saïd Sadi a mis un mot sur ça. Et là, je me suis dit, mais finalement, c'est ça la laïcité, c'est super. Et dans certains villages où il y a l'église et la mosquée, aujourd'hui, toutes les églises en Algérie, malheureusement, sont fermées par la gendarmerie. Et donc, l'époque où il y avait des églises, je me souviens dans un village dans les hauteurs d'Akbou, il y avait une église et une mosquée, l'une en face de l'autre. Et l'imam et le prêtre se voient tous les jours, ils discutent ensemble, ils sont amis et tout. C'est ça justement, la liberté de conscience, la laïcité dans la société kabyle, qu'on n'a pas écrit en fait, c'est pas un livre. Ça, c'est l'oralité. Et c'est quelque chose qui peut changer à tout moment, parce que l'oral est plus facile à changer que l'écrit. Quand il y a des lois écrites, c'est difficile de les changer. Il faut des mouvements de grève, parfois il faut des morts, il faut beaucoup de choses pour qu'on puisse aboutir à un changement, pour changer une loi. Par contre, quand c'est l'oralité, la société a changé et on change avec, quoi. Ça ne nécessite pas de grève, rien, c'est comme ça. Voilà. On a parlé tout à l'heure d'un phénomène générationnel, la génération Matou, comme tu dis dans le livre. Quelle différence faut-il faire ou faut-il ne pas faire? Je ne sais pas, entre l'adhésion qu'on peut avoir pour Matou Lounès, celle pour Aïten Guellet, celle pour Farhat ou celle pour Idir. Parce que tu le places, bon, ça on s'en doute, tu le places de toute façon au-dessus de tout le monde, mais y compris même d'ailleurs, tu dis dans le texte, alors, ça m'a étonné parce qu'Aïten Guellet il est quand même connu pour être le roi du verbe kabyle, etc. Mais tu places encore Matou Lounès au-dessus. Et quelle différence y a-t-il entre des identifications possibles ou l'appréciation qu'on peut avoir de ces quatre artistes majeurs? C'est un grand poète, c'est même un penseur. Ceux qui le classent comme un poète philosophe ne se sont pas trompés. Hein. Nous, on a découvert, par exemple, ainsi parler Zarathustra de Nietzsche. Nous, on l'a découvert à travers la poésie d'Eitmenglet. Et Bakounine Matou Lounès. Comment? Et Bakounine Matou Lounès. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Nous, on a découvert, justement, bon, Matou, il le dit en français, hein, d'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, juridique, etc. Il le dit comme ça. Mais Eitmenglet, il ne dit jamais que c'est Nietzsche. Ainsi parle Zarathustra. Et là, il raconte donc de la poésie, dans un langage de tous les jours. Ce qui est incroyable avec Eitmenglet, c'est qu'il parle la langue du peuple et il exprime de grandes idées. Et donc, parfois on utilise des mots difficiles pour dire quelque chose de facile. Et Eitmenglet, justement, il le dit facilement pour dire quelque chose de difficile. C'est-à-dire, en fait, Eitmenglet a permis au Kabyle d'accéder à la philosophie à travers sa poésie. Et donc un jour, j'ai eu l'occasion de voir Eitmenglet à Darba. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que cette chanson-là,
est-ce que, est-ce que tu t'es inspiré de Ainsi parlait Zarathustra? Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ça dépend. C'est-à-dire, on te laisse, c'est à toi de réfléchir, c'est à toi de voir. C'est-à-dire, lui, ce qui est bien chez Ed Minglet, c'est qu'il essaie de faire de l'auditeur un co-auteur. C'est-à-dire, il te donne la chanson, il te donne la poésie, c'est à toi de t'approprier cette poésie-là. Ça, c'est bien sûr, ça, c'est Ed Minglet, mais moi, j'aime Matoub. Voilà toute la différence. Tu écris même. Aucun chanteur kabyle, aucun poète, aucun écrivain n'égale la précision et la richesse du vocabulaire de Matoub. Ouais. Ces mots choisis avec soin résonnent comme des flèches. Ah oui, oui. La langue kabyle, personne ne la maîtrise comme Matoub Lounes. Même pas Ed Minglet. Même pas. Ed Minglet utilise la langue de tous les jours. Tout est à son honneur, hein. Franchement, Ed Minglet, il utilise la langue de tous les jours, mais pour dire de grandes choses. Matoub, il parle d'une langue, aujourd'hui, par exemple, beaucoup de mots ont disparu, on les retrouve dans les chansons de Matoub. Mais c'est incroyable, il y a des mots qu'on ne comprend pas. Jusqu'à maintenant, on cherche justement d'où ils viennent ce mot-là, on ne connaît pas leur sens. Il est incroyable à ce niveau-là. Et en plus, ce qui est bien avec Matoub, c'est qu'il a commencé à introduire des termes berbères, des néologismes ou d'autres mots qui n'existaient pas en kabyle, petit à petit dans sa chanson. Où il dit par exemple dans les années 90, dans une chanson où il dit la route des droits est obstruée. Il le dit, il répète les droits, il le répète en berbère. C'est-à-dire petit à petit, il introduit, par exemple, il dit le huria, la liberté, après il le défile, ainsi de suite. En fait, il va dans le sens aussi de parler un certain kabyle standard, à introduire au fur et à mesure de la richesse de son verbe, il introduit donc le langage moderne. Alors à propos de langue, Karim Aliassidir va complètement tourner ses objectifs de formation et d'études, je crois, pour se diriger vers l'enseignement, vers l'apprentissage de la langue, de la grammaire, de l'écriture, pour devenir enseignant. Ouais. C'est l'aboutissement de l'engagement de l'adolescent. Je crois, oui. J'ai eu un bac en chimie industrielle. À l'université, j'ai fait des études pour devenir un ingénieur en hydrocarbures que j'ai abandonné pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Ensuite, en fait, au fond de moi-même, je n'ai jamais aimé en fait les mathématiques, la physique, la chimie. Je voulais plutôt de quelque chose où j'utilise la langue. Parce que la langue mathématique n'est pas une langue humaine, n'exprime pas des sentiments. Je voulais faire quelque chose, par exemple, comme licence en français, par exemple. Et là, j'ai eu l'occasion de faire des cours de berbère à l'université de Béjaïa, des cours de soir. Donc, ça me permettait d'étudier un peu la langue et de faire autre chose que la chimie. Et dans mon cartable, il n'y avait que des livres de langue berbère. Il n'y avait pas de livres de chimie, de maths, rien. Et j'étais tout le temps dans la salle de lecture. Et à la fin de l'année, je n'ai pas eu mon année. Je suis passé au rattrapage. Et les étudiants m'ont dit, mais comment c'est-il? Tu es tout le temps dans la salle de lecture, tu n'as pas eu ton année? J'ai ouvert mon cartable, je regarde ce que je lis en fait. Ça n'a rien à voir avec ma formation universitaire. Et j'ai toujours détesté en fait les études les études, le cadre scolaire. Je ne l'ai jamais aimé. J'aime pas travailler pour un examen. C'est ça en fait. Il y a un peu de matoubisme là-dessus. Et aujourd'hui, tu es quand même professeur d'éducation nationale. Hein. Ouais. Je suis prof de maths, mais j'avoue que je ne me comporte pas de la même façon. Je crois. En fait. Par exemple, l'évaluation, je n'évalue pas sur la note, sur une copie écrite. Pour moi, l'élève qui me répond sur une feuille, il peut être un bon élève, comme il peut être un mauvais élève. Enfin, entre guillemets, j'aime pas les mots mauvais élève. Mais pour moi,
J'évalue plus l'engagement de l'élève dans son travail quotidien que la note. Une copie, ça ne reflète pas les compétences de l'enfant, de l'élève. Donc tu as enseigné en Algérie? Oui, j'étais enseignant de Kabyle. C'est ça. Et un peu d'autosatisfait, tu serais venu à la CB parce que Matou Nunes, on ne va pas dire qu'il était un ami, parce que tout le monde s'approprie, tout le monde, dès qu'il y a une personnalité, comme il disait, je suis la locomotive et train suivent, il était proche de la CB. Très proche de la CB. On retrouve les traces de Matou Nunes dans la CB. Il y a même des photos où on le voit, par exemple, devant les salles de classe, là et tout. Matou, il est là, il est vivant dans cette association. Et ceux qui disent que Matou, à un certain moment, avait des divergences avec la CB, mentent, parce que dans sa dernière interview sur Beurre FM, il le disait, quand je vais en France, je vais à la CB. Donc, certaines personnes, pour des raisons occultes, donc ils essaient un petit peu de semer le doute par rapport à ça. Non, pour être tout à fait franc, il y a eu un moment, c'était un homme entier, dans le juste comme dans l'erreur. Lorsqu'il a été hospitalisé à Beaujon, je crois, c'est ça, effectivement. À la clinique des Oranges. Nous étions sur une grosse opération et on n'est pas allé le voir. Et il nous en a voulu. Mais ensuite, les choses ont été faites de telle façon qu'on s'est retrouvé sur des projets. Et à partir de ce moment-là, je pense pouvoir le dire, ça a été l'un des plus proches des personnalités qu'on ait croisées qui étaient proches de nous, quoi. Et une fidélité absolue. Il a même joué pour nous pratiquement aux équipes. Il faut s'attendre aussi qu'il y ait des divergences, qu'il risque de claquer la porte à tout moment. C'est ça Matou en fait. Oui, complètement. À tout moment, il va en verre avec toi, il claque la porte, et le lendemain il revient, et il est ami. Voilà, c'est ça tout Matou. Alors, le jour de son assassinat, tu étais où? J'étais à l'université de Béjaïa. J'avais un examen, c'était le dernier examen de de mes études universitaires. J'avais un examen d'anglais, je n'ai pas dormi toute la nuit, je préparais parce que moi je travaillais à la dernière minute. Donc j'avais 3 examens le lendemain, c'était un examen de maths, d'anglais et un examen en économie, économie politique. Donc entre les derniers examens, c'était l'après-midi, on avait un examen d'anglais. Donc j'ai profité d'un petit instant pour dormir. Je me suis endormi dans une classe sur les tables. Et là, je rêvais du feu, de la guerre, mais vraiment, parce que bon, on le vivait à l'époque. Hein. Moi, personnellement, on m'a pris en otage toute la nuit par les terroristes. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Tu racontes dans le livre. Oui. Et donc, j'ai perdu le fil. Je te demandais où tu étais le jour de l'assassinat de Matou. Voilà. Donc après, je me suis réveillé. Heureusement que j'ai eu ce cauchemar parce que j'aurais raté l'examen d'anglais. Donc le cauchemar m'a réveillé. Et là, je suis allé passer mon examen. J'ai terminé très vite et je sors de l'université pour aller vers la cité universitaire. Et là, à l'entrée de l'université, j'ai vu un petit papier où c'est écrit Matou vient d'être assassiné. Je n'ai pas cru, me dire, c'était pas possible. Matou était immortel, de 1, et de 2, on croyait qu'il était en France. On savait qu'il était en France. Sa femme Nadia était au Moussa, mais lui, on savait qu'il était en France. Parce que après, il y a eu la réunion du MPR, le Mouvement pour la République, fondé par Saïd Sadi, donc auquel Matou Blounas a assisté. Après, on savait qu'il était en France. Et moi, je n'ai pas cru. Je me suis dit que c'est pas possible, c'est pas vrai. Il y avait un militant communiste qui est venu me voir, qui s'appelle Morad, qui est venu me voir pour me dire Matou vient d'être assassiné. Je lui dis bon, quelqu'un dit qu'il est d'extrême gauche, il veut semer la zizanie, complotiste et tout. Et là, plus j'avance et je vois les gens, Béjaïa, tout le monde est sorti dans la rue. Les universitaires, tous les étudiants étaient très tristes. On voit que là, je me suis dit, c'est vrai, il est mort. Et
c'était vraiment le choc, le plus grand choc de ma vie. Si je n'avais pas fini mes examens, je n'aurais pas eu l'année, c'est clair, parce que c'était impossible de se concentrer sur les études et tout. C'est un moment très triste. Je me souviens, il y avait un rassemblement pendant la soirée où on donnait la parole à tout le monde. Donc tous les étudiants pouvaient prendre le micro et exprimer leurs sentiments. Moi, j'ai pris le micro pour dire quelque chose et j'étais bloqué. Je ne pouvais rien dire et j'ai pleuré. J'ai pas pu, en fait, j'ai essayé d'avoir le courage pour que les autres aient le courage, parce qu'ils nous voyaient, c'est-à-dire on était devant, on était connus comme militants et tout. Et là, je me suis dit, je vais parler en souriant pour un petit peu rassurer les étudiants, mais c'était moi, en fait, qui a pleuré. C'est moi qui a pleuré, c'était pas possible de parler, j'avais la gorge nouée. Et donc, on a passé, je crois, 3 jours sans dormir, 3 nuits successives. Et nous sommes partis à Saouret Moussa pour son enterrement, on n'a pas dormi. Donc, nous sommes allés. Voilà. Et la dernière fois que j'ai vu Matoub, c'était pendant l'enterrement de Mustafa Bacha. Je l'ai vu en fait dans la rue. Militant du RCD. Oui, militant du RCD. Syndicaliste du RCD. Ouais. En fait, la politique, on a commencé à la faire vraiment. C'est-à-dire, on a commencé à apprendre à faire de la politique, c'était au RCD. D'ailleurs, tous les militants qui sont un peu partout maintenant étaient de formation RCD. Là, le RCD organisait des journées de formation, des universités d'été et tout. Par contre, les autres partis politiques, c'était une nébuleuse. On ne savait pas pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on se, on se bat pourquoi. Et là, ça dit, le RCD nous a appris. Et pour nous encourager justement, Matoub venait assez souvent à ces formations pour dire que je suis là. Moi, je ne me forme pas, je me fiche des formations. J'aime pas le stylo et écrire, Ah oui. mais je suis là pour vous encourager. Ah oui, Voilà. c'est ce que disait Matoub. Ouais. Et enfin, le jour de l'assassinat ou juste après l'assassinat, il va y avoir chez toi une personne, pour ne pas le citer, ton père, qui va avoir une réaction tout à fait originale par rapport au reste de son comportement par rapport à Matoub. Oui. Mon père détestait la musique. Il était même contre la musique. Vraiment, quand il nous voyait en train d'écouter de la musique, vous perdez votre temps à aller travailler. C'est vraiment l'ancienne génération. C'est le Hitler, quoi. C'est l'éducation hitlérienne. Et le jour de... une semaine après l'assassinat de Matoub, une semaine ou deux, et il y a eu la sortie des 2 albums, Lettres ouvertes haut. Et là, mon père arrive avec les 2 albums, le jour de la sortie des albums. Il arrive avec les 2 albums, il a acheté un post-cassette. C'était pas possible. Nous, on était comme ça, c'était une scène théâtrale. On est 12 enfants, hein, donc on est une famille très nombreuse. Donc c'était un spectacle, il y avait des spectateurs et tout. On était dans la cour de la maison, on regardait mon père écouter de la musique. Et là, il passait son post-cassette, il a mis la cassette de Matoub. Il l'a écouté. C'est la première fois qu'il écoute vraiment de la musique à sa volonté. Vous voyez, c'est-à-dire que Matoub était capable de transformer les gens. À ce point, je n'ai jamais imaginé que mon père allait vraiment se transformer à ce point. Et depuis, on écoutait de la musique. Parfois même, il y a des gens qui jouent à côté de chez nous, ils s'arrêtent pour les écouter. Voilà. J'ai relevé tout au long du roman un certain nombre de termes qui me semblent résumer, en tout cas, les éléments qui caractérisent l'œuvre et le parcours. Alors, il est question d'insoumission, oui. de justice, Oui. de liberté. Mm-hmm. Il parle aussi des femmes dans ses poètes, dans ses chansons. Oui. Alors, comme tu disais tout à l'heure, de l'amour, mais de l'amour plutôt contrarié. C'est pas joyeux. À ce propos, c'est pas joyeux. Il a dit justement à Nadia, parce qu'avec Nadia, il a vécu une histoire d'amour. Il a commencé à aimer normalement, c'est-à-dire comme un amoureux normal. Et il a dit à Nadia, si on continue comme ça, je vais écrire des chansons sur quoi? C'est fini, là, c'est... Voilà. Je continue un petit peu, je ne vais pas être trop long. Il a beaucoup écrit aussi sur les victimes des années 90.
des personnalités qui ont été assassinées par les islamistes. Ouais. Oui. Kenza, la chanson, Tahabjaout et tout. Matoub a toujours rendu hommage à tous les journalistes, artistes qui ont été assassinés dans les années 90, notamment Tahabjaout. Tahabjaout, c'était donc un grand journaliste et écrivain, Ahmed Mouloud Mamri, donc qui a été assassiné en sortant de chez lui. Donc il allait au travail, il était dans sa voiture, il y avait un jeune homme qui lui demandait de baisser la vitre, et il l'a baissé, le jeune homme lui tire dessus. Il lui tire je ne sais pas combien de balles dans sa tête, quelques jours après il est mort donc dans un hôpital. Et c'était un choc pour la Kabylie parce que lui et un journaliste de Béjaïa, Saad Moukbel, c'était des journalistes très connus, c'était des symboles aussi de... Donc sa mort a suscité donc de l'émoi chez les Kabyles, c'est inoubliable. Et dans la chanson Kenza, justement, Matoub Lounès, il rend hommage à toutes les personnes assassinées, les intellectuels, les journalistes, les artistes, mais à travers le nom de la fille de Tahabjaout qui s'appelle Kenza. Donc il a rendu hommage aussi à Boudiaf, le seul président algérien qui nous a donné un peu d'espoir, qui a été assassiné donc 6 mois après sa désignation à la tête du HCA, donc le Haut Commissariat du HCR, le Haut Comité de la République. Ouais. HCA, c'est la Moselle. Donc le seul en fait qui nous a donné de l'espoir, et on ne l'a pas compris au début, parce qu'on était toujours parano par rapport aux gens qui étaient au pouvoir, notamment ceux qui ont été désignés par les militaires. Donc je me souviens même du jour où Boudiaf a été assassiné. J'étais à la cité universitaire de Boumerdès, et on était dans notre chambre, on était 3 étudiants kabyles, et on entendait dehors les islamistes crier leur joie que Boudiaf soit assassiné. Et là, on sort, on sait très bien que quand les islamistes sont heureux, c'est que nous, on doit pleurer. On sait très bien ce qui va se passer par la suite. Et donc, Matoub, tout comme nous, parce que ce qui est incroyable chez Matoub, c'est qu'on vit quelque chose, il ne nous voit pas, mais il chante tout de suite cette chose-là, comme nous, comme si c'était, je ne sais pas, moi, il y a beaucoup de chansons du Matoub, je me disais, c'était des chansons que je pouvais écrire. C'était impossible pour moi de les écrire, mais en les écoutant, je me dis, c'est comme en mathématiques, on vous donne un problème mathématique à résoudre, quand quelqu'un vous donne cette solution, vous dites, mais c'est facile. Ben, c'est la même chose chez Matoub, justement, quand on écoute ces chansons, moi je me dis que cette chanson, je peux l'écrire, parce qu'elle parle de moi, elle parle de chacun de nous. 3 autres termes que j'ai retenus, pacifique, alors qu'il a une réputation plutôt de querelleur. Tout à fait. Et puis 2 autres qui renvoient peut-être à une tradition berbère, kabyle en particulier, c'est que solidaire et pour l'égalité. J'ai pas compris la question. C'est-à-dire que dans les caractéristiques que j'ai relevées dans le roman, tu mets en avant le fait qu'il vantait et qu'il promouvait l'égalité et la solidarité. Oui, tout à fait. Matoub, à chaque fois qu'il y a une action de solidarité, par exemple, il est toujours là pour financer. Il n'a jamais, tous ces gars-là étaient gratuits. Il a toujours dit, ce sont les Kabyles qui m'ont fait, je leur dois tout. Vraiment. C'est-à-dire, je ne me souviens pas un jour avoir payé un spectacle de Matoub, mais pas du tout. Personne n'a payé, c'est toujours gratuit. Et à chaque fois qu'il chante, la seule fois où il a fait payer le spectateur, c'était le jour où la recette était versée à la fille de Tahabjaout. C'était l'unique fois où vraiment. Et à chaque fois qu'il vient en France également pour chanter, au Zénith et tout, parce qu'il faut payer quand même la salle et tout. Hein. Oui, et c'est très cher. Et la recette a toujours été versée pour une cause juste, à chaque fois. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, parfois, mais je me dis, mais Matoub, comment c'est-il qu'il a une belle voiture, il avait une belle maison, mais comment c'est-il? Alors que c'est quelqu'un qui jetait son argent par la fenêtre, mais comment il a fait?
Mais c'est ça en fait, le phénomène Matoub, c'est aussi ça. C'est incroyable, même les gens qui étaient dans son entourage, ils se disent, mais comment se fait-il qu'il a une belle voiture, il a une belle maison et tout, alors qu'il n'avait jamais d'argent. C'est bizarre, d'où ça vient, voilà. Tu écris à son propos, ce qui est un peu, ce qui peut être questionné en soi, tu écris, si tout allait bien, Matoub n'aurait pas lieu d'être. Ouais. C'est pour ça aussi que tu en fais une œuvre et un personnage résilient. Oui, tout à fait. Parce que si vraiment tout allait bien et que Ça veut quand même dire dans que tous les pays il y a la justice et tout, Matoub serait un chanteur de fête. Mais je crois qu'il aurait refusé de l'être. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais Matoub justement il a existé parce que il y a un besoin d'avoir un Matoub. C'est ça, il a existé justement parce qu'il a répondu à un besoin. D'accord. S'il y a des réactions ou des questions, je vous offre l'invité. Ah, il y en a une, deux. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est une question ou je vais peut-être ouvrir un petit débat et peut-être un petit témoignage par rapport à ce que vous avez dit. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est de la même génération. Du coup, oui, moi aussi j'étais à la fac quand Matoub a été assassiné. Pour l'histoire qu'il est éternel. Il est éternel, vraiment. C'est un petit témoignage. Alors moi, j'étais étudiant en médecine, donc j'avais entre guillemets le privilège d'aller à l'hôpital. Donc moi, je l'ai vu à la morgue. C'est un fait réel, ce que je vous raconte. Donc je sors de l'hôpital, je ne sais pas, au bout d'une heure, de 2 heures. J'annonçais à tous mes amis en toléré qu'elle est proche. Ne vous inquiétez pas, c'est pas lui. Je l'ai bien regardé. C'est quelqu'un qui lui ressemble, ils ont réussi leur coup. Mais bon, on va attendre quand est-ce qu'il va réapparaître. Je ne sais pas, ce déni m'a pris pendant des mois. Hein. Vraiment des mois, je ne sais pas quand est-ce que le blocage est passé. Mais je ne sais pas s'il est passé d'ailleurs parce que il y a 2 ans, 3 ans, je parlais de lui. Mais au présent, et ma femme me dit, mais tu es un peu fou quand même. Tu ne parles jamais de lui au passé. Mais c'est inconscient, hein. Croyez-moi, c'est inconscient. Ah, c'est une petite parenthèse. Par rapport à l'idée, vraiment, on a notre génération qui ont vécu un peu avec lui, et surtout le fait qu'il soit revenu de 88 et aussi de son kidnapping. Je pense que c'est ça qui a fait, parce que le kidnapping aussi, c'est pour ça que je vous dis, on était à la fac, on faisait des marches chaque jour pour sa libération, on partait dans les forêts le chercher, on était un peu fous. Enfin, voilà. Et c'est ça, c'est la jeunesse. Donc, on a cru qu'il est immortel. Et dans notre conscient ou inconscient, en tout cas moi personnellement, voilà, parce que quand on l'adore, ben, il est immortel. Donc ça, je ferme la parenthèse. Le débat, c'est quand vous avez dit, pour moi, un islamiste, il ne peut pas aimer Matoub Lounes, c'est un kit, c'est antinomique. Alors je ne sais pas, c'est un débat parce que je me suis posé cette question moi aussi. Mais moi, j'ai vu autrement, alors je ne sais pas, justement, c'est que c'est ça, ce type, il est un peu particulier, puisqu'il n'a épargné personne dans la société algérienne ou kabyle. Il a critiqué tout le monde. Les maravans, les militaires, les médecins, les femmes, les kabyles. Hein, c'est-à-dire, il a critiqué tout le monde, Matoub. Mais aimé par tout le monde. Et c'est ça justement là où, je ne sais pas, c'est un débat. Il est aimé par les gens qui ont fait le pèlerinage. Et pourtant, il aura donné un coup. Il est aimé par les maravauds. Donc, je l'adore. Il est aimé par le FFS. Et pourtant, il critique le FFS. Mais il était aimé par les RCDistes quand il critiquait le RCD. C'est hallucinant, ce type. Il critique tout le monde, mais justement,
C'est pour ça, là, je ne sais pas, c'est une question, ce n'est pas une contradiction. Oui. Il est aimé par pratiquement, quand je dis tout le monde, bon, bien sûr non, parce que on peut pas, enfin, il y a des gens qui le détestent, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je veux dire, les imams, on peut prendre un imam, il y a des imams qui aiment Matoub Lounes, mais sincèrement, il y a une chanson là, juste après justement 88, et moi j'écoutais toutes les chansons de Matoub Lounes avec mes grands-mères pour qu'elles m'expliquent. C'était comme ça, religieusement. Et puis je lui dis là quand même, et je sais pas, là il est sorti du droit chemin. Regardez ma grand-mère quand même, hein. Elle dit non, t'as rien compris. Il est en train de dire juste que Dieu quand même c'est pas gentil, il faut me donner un enfant. Non, j'ai là, non, tu n'as rien compris toi à la vie. Mais si c'était un simple citoyen qui va dire quelque chose de Dieu, c'est sûr ma grand-mère elle va l'insulter. Mais c'est pour vous dire, voilà, elle fait l'unanimité malgré toutes ces paradoxes, ces contradictions. Justement là, la question, j'aimerais bien, si vous pouvez dire, c'est une question, c'est un débat peut-être, est-ce que finalement oui, on peut, parce qu'il y a des islamistes, je sais pas, qui aiment Matoub Lounes aujourd'hui, mais ils ne savent pas, alors peut-être c'est un amour complètement différent du vôtre et du mien, mais ils l'aiment et ils sont authentiques dans leur lien vis-à-vis de Matoub Lounes, alors qu'ils ont des idées complètement contradictoires avec les convictions de Matoub. Voilà, je ne sais pas, c'est une question, c'est un débat. Alors, pour moi, le danger chez les islamistes, c'est la récupération. Et vu que en Algérie, les jeunes n'ont pas vraiment de culture politique, surtout actuellement. Il n'y a personne pour leur parler. Tout est verrouillé, il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas de débat contradictoire. À l'école, on n'enseigne que l'éducation religieuse. C'est-à-dire, on n'a pas inculqué aux jeunes l'esprit critique. Et donc, lorsqu'un islamiste se revendique de Matoub Lounes, le risque, c'est de déformer l'image de Matoub. C'est là le danger, en fait. C'est pas le fait d'aimer Matoub en tant que chanteur. On peut aimer un chanteur avec qui on ne partage pas les idées. C'est qu'aujourd'hui, quand je vois sur Internet, même les mouches électroniques, comme on les appelle, donc prétendent aimer Matoub Lounes. Il y a beaucoup de confusion par rapport à ce qui se passe au niveau de la fondation Matoub. Tout ça fait que on risque de le perdre, ce Matoub Lounes. On risque lui-même déjà de perdre son combat. Alors que la pire des choses que peut subir Matoub, c'est bien que d'être enterré une deuxième fois, en enterrant son combat. Voilà pourquoi, sinon on peut interdire à personne d'aimer Matoub Lounes. Mais si on l'aime, on doit s'inscrire dans son combat. Je ne peux pas, je sais pas moi, aimer Jacques Brel, Brassens et tout en étant, je sais pas, contradictoire avec le projet qu'il prend. Et c'est souvent le cas aujourd'hui. Oui. Brassens, aujourd'hui, il est à toutes les sauces, mais... Oui, c'est ça. C'est ça qui fait qu'on essaie d'éviter ça pour Matoub Lounes. Quand tout sera tranquille, le combat de Matoub a donc atteint son objectif, ce jour-là, s'en fiche, celui qui veut l'aimer, qui l'aime, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, je lui dis, tu aimes ses chansons, tu aimes sa musique, mais tu n'as rien à voir avec le combat qu'il mène. Maintenant, si tu veux changer, mais les islamistes, ils ne changent pas. Ils ne changent jamais. Ils essayent de te récupérer, ils sont gentils, mais tu ne peux pas les changer. Si tu ne changes pas, tu ne peux pas les changer. Rares sont les islamistes qui ont changé. Il y en a, mais ils sont vraiment, ils se comptent sur les doigts de la main. Parce que eux, ils avancent, ils ont un objectif, ils avancent vers cet objectif. Quand il faut être gentil, faire un petit peu courbilichine pour laisser passer les événements, ils le font. Mais juste après, ils sont capables de te dire, j'aime Matoub Lounes, c'est le meilleur chanteur du monde. Parce que la conjoncture fait qu'ils sont obligés de dire ça. Après, juste après, ils reprennent leur combat. Voilà. Monsieur Hamid. Je te remercie. Moi, j'ai une question là, parce que tout à l'heure,
Ben, tu as dit, et puis on le sait tous, il a toujours rendu hommage à toutes les personnes assassinées, que ce soit des intellectuels, des artistes, des politiques. Et il y a une chose, à moi je n'ai pas eu l'information, mais je ne crois pas. Je ne dis pas jamais, parce que ça serait faux. Il n'a pas rendu hommage quand Cheb Hasni et puis Rachid Baba Ahmed, qui étaient des chanteurs de rail, assassinés par des islamistes, ont été assassinés. Oui, Alors je ne sais pas pourquoi c'est une question, c'est une omission, alors je n'ai pas eu l'information. Non, c'est pas une omission, il l'a dit. Non, je ne sais pas, j'ai dit que je n'ai pas eu l'information. Attention. Hasni, il a rendu hommage à Hasni. Les autres, je sais pas. Je les connais Non, pas c'était moi. le même jour. C'était le même jour qu'ils ont été assassinés. C'est une journaliste française qui lui a même posé la question sur un plateau de télé. Moi, je Voilà, cherche c'est une ça. information pour moi, hein. Je Il n'ai pas va dit dire- qu'elle n'a pas fait. J'allais dire la même chose, justement. C'est que lui, il le disait, je ne vais pas être populiste, je ne vais pas être hypocrite, je ne connais pas l'arabe, je ne comprends pas ce que Cheb Hasni chante. Donc je ne pourrais pas parler de lui en tant qu'artiste, mais en tant que victime C'est du de ça que je te terrorisme. parle, c'est pas- Il lui rend hommage, il soutient sa famille et tout. Et entre guillemets, la photo, par exemple, parce que Saïd Saadi était son compagnon commun, la photo de Saïd Saadi lors des présidentielles, je crois en 95 ou quelque chose comme ça, la femme qui l'embrassait sur la tête, c'était la mère de Cheb Hasni. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que lui et son parti et tous ceux qui l'entourent, qui se battent pour le même objectif, Cheb Hasni était un symbole quand même, un grand chanteur. Mais Matoubi le dit, je ne comprends pas ce qu'il chante. Je ne vais pas parler de lui, je ne sais même pas ce qu'il chante. Vous voyez, donc ça c'est problématique. Et lui, il n'est pas dans le populisme. Il ne fait pas quelque chose pour plaire, il l'a dit maintes fois. Je ne fais pas quelque chose pour plaire. Vouloir plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Donc lui, il est catégorique et je te dis, voilà, moi je ne comprends pas ce que Cheb Hasni chante, mais en tant que victime et artiste, je lui rends hommage. Il l'a dit dans l'émission dont tu parlais. Une autre réaction? Pas de réaction? Ah, Vous n'avez pas évoqué la période où il a été enlevé. Est-ce que vous pouvez nous en... C'est vrai, je crois que c'est longtemps là. c'est pour le direct, c'est pour le direct de Facebook. Oui. Pour qu'on Est-ce puisse que vous l'entendre. pouvez nous en parler un peu? Oui, bien Parce sûr. que le hasard a fait que ici, au moment où il est libéré, il est protégé par la police française et des gardes du corps de ses amis. Il y a quelqu'un qui travaillait à l'endroit où il a été libéré. Il y avait des gars qui l'ont ramené. Ils ont bu des cafés ensemble. Et seulement une fois qu'ils sont partis, qu'il dit au barman à l'endroit où il a été relâché, il dit « Ah ben c'est eux qui m'ont enlevé. Est-ce que tu pourrais avancer un peu, nous expliquer cette période ?» Bon, le kidnapping de Matoub a eu lieu au début donc, de l'appel au boycott scolaire lancé par la coordination et la commission nationale du MCB, du mouvement culturel berbère. Donc, plusieurs questionnements ont le mérite d'être posés. En octobre, c'était fin septembre, donc il a été kidnappé par les terroristes, ce qui est tout à fait vrai. Il a été, donc il y avait des personnes quand même qui étaient dans la brasserie où il était, alors qu'il venait en fait d'Alger. Il s'est arrêté là juste pour prendre une bière et continuer sur son chemin. Mais comme par hasard, les terroristes ont intervenu dans cette brasserie. Ils ne savaient même pas que Matoub était là en fait. Ils voulaient tout simplement faire peur à ceux qui boivent de l'alcool et tout. Et comme par hasard, ils se retournent. Et l'un des terroristes était fan de Matoub. Donc il a dit, c'est Matoub Lounès. Et il était armé, Matoub Lounès. Hein. Il avait un pistolet sur lui et tout. Après, ils l'ont arrêté, donc ils l'ont kidnappé.
Et le MCB a lancé un ultimatum aux terroristes, Matoub ou le fusil. Choisissez. Soit vous nous rendez Matoub sain et sauf, soit on vous déclare la guerre. C'était la seule fois où les Kabyles étaient prêts à faire la guerre. Vraiment, je l'étais personnellement. On ne s'est jamais battu avec les armes, on n'a jamais voulu jusqu'à maintenant l'effusion de sang pour atteindre un quelconque objectif. Mais ce jour-là, on avait le sentiment, s'ils ne nous rendent pas Matoub, on va aller chez eux, ils vont nous rendre avec les armes. Donc la peur a changé de camp, tout simplement. Ils avaient eu peur, les gens qui disent « Ah non, ils n'ont pas eu de peur du pouvoir », mais ils savent qui on est. Parce qu'ils n'ont qu'à voir l'histoire des Kabyles pour voir qu'on est capable de faire des choses très graves pour eux. Donc là, eux, ils le savent, ils sont conscients. Ils se sont dit, tiens, on a déjà l'armée en face, on ne va pas avoir encore une population contre nous. C'est comme ça que Matoub a échappé à la mort. En plus, il y avait un problème de communication entre Hassan Hattab, qui était donc le chef terroriste, qui était à Benaknoun à l'époque, et les groupes terroristes. Donc les groupes terroristes se sont dit, est-ce qu'on le libère? Est-ce que non? Hassan Hattab, est-ce qu'il est d'accord? Parce que c'est lui le chef. Ils ont pris la décision entre eux de le libérer. Hassan Hattab n'était pas d'accord. Hein. Il n'était pas du tout d'accord. D'ailleurs, certaines personnes disent que son assassinat a été commandité par Hassan Hattab. Ça reste bien sûr à être confirmé. Mais c'est comme ça. On ne pourra jamais savoir qui a assassiné Matoub un jour. D'autant plus qu'on est dans un pays où il n'y a pas de justice. Excusez-moi, peut-être d'intervenir à ce sujet, je ne sais pas si justement vous allez confirmer ou pas. C'est le témoignage quand même de Rab Hasma, donc c'est pas n'importe qui, donc je ne sais pas si ça vaut ce que ça vaut. Et je pense, Matoub, on a parlé, mais sans aller dans les détails, dans son livre Le Rebelle, je pense son ami, le judoka, y était pour quand même quelque chose dans sa libération. D'après un peu le témoignage de Rab Hasma, et Matoub Lounès lui-même, il a écrit dans Le Rebelle parce que son ami le judoka, alors j'ai oublié son nom, il était un ami, comme quoi hein, Matoub Lounès, ami de quelqu'un pratiquant. Hein. Donc il est devenu terroriste, machin, par la force des événements. En tout cas, il a parlé de lui dans Le Rebelle. Il était pour quelque chose dans sa libération, d'après le témoignage de Rab Hasma. Et d'après le témoignage de Matoub, au propos de ce judoka, qui était fan de Matoub effectivement, c'est qu'il est parti au maquis, donc parce qu'on l'a privé d'une récompense. Donc il a gagné un combat où on l'a privé de cette récompense. Il était très, comment dire, très frustré par rapport à ça. Peut-être que c'est l'une des causes. Hein, il y a ça, et la deuxième, c'est Matoub lui-même qui en parle, c'est la fausse couche de sa femme. Elle était enceinte au moment du terrorisme, donc il n'a pas pu, il n'a pas pu aller à l'hôpital, ou elle a été mal gérée, je ne sais pas en tout cas. C'est l'un des facteurs aussi qui ont fait qu'il est monté. Ça peut l'être, mais aussi parfois c'est l'islamisme récupère facilement les gens, surtout quand ils sont en détresse. Viens, on est là, on va te rendre justice. Et tout, quand on est dans cette situation-là, même si on ne partage pas leurs idéaux. Donc on se dit, tiens, celui-là, je vais faire vraiment généreusement, ils vont donner les armes et tout. Je ne partage pas avec eux les idées, je peux même faire semblant de partager leurs idées pour avoir des armes et pour me venger. C'est le cas de beaucoup de terroristes. Hein. Ouais. Dans le roman, il est question d'un carnet de poésie que tu écrirais. Et ces poèmes, alors on les lira un jour. Peut-être un jour. Mais ce n'est pas vraiment de la poésie parce que je ne me considère jamais comme poète. J'ai l'impression que quand j'écris un poème, j'ai soif par la suite. Il y a quelque chose d'inachevé. J'ai l'impression que le poème est trop petit. Soit je ne m'y connais pas en poésie, c'est clair, je ne m'y connais pas. Soit, moi,
j'aime écrire, c'est-à-dire des textes pour dire ce que je veux. Un point, j'ai l'impression que c'est trop petit. Et donc, je sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas poète. Du tout. Je les écrivais tout simplement pour séduire une fille au lycée. Ah. C'est tout. Ah. Tu peux pas lui dire, voilà. Il y a des vers et tout, même si ça ne dit rien du tout. Mais... Il y a quand même beaucoup de romances dans le livre. Ouais. Juste deux informations avant de se retrouver à l'étage pour prendre un verre et puis se faire dédicacer par Karim son livre. L'exposition de Mouloud Mabri commence. Farid, à chaque fois je l'appelle Mouloud. Farid Mabri en tout cas. Le vernissage aura lieu le 26, c'est samedi, et l'exposition devrait commencer d'ici un jour ou deux, je pense, c'est ça, 2-3 jours. La semaine prochaine, le 30 exactement à la même heure, 19h, on reçoit deux universitaires pour parler de la création cinématographique à Mazir, et il sera question de l'histoire du cinéma berbère ou à Mazir, de ses thématiques et de son rapport avec l'actualité, notamment avec les médias. Et je crois que c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée. On peut se retrouver à l'étage. Merci Karim d'être avec nous et merci à toutes. Merci à tous.